Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez passé votre vie professionnelle dans les coulisses du monde de la chanson. Vous vous êtes fait tout petit au milieu des plus grands. Vous le racontez aujourd'hui dans un livre dont le sous-titre pourrait être une formule qui nous est chère. Parlons vrai. Bonjour Grégoire Collard. Bonjour Jacques Pessis. Alors Grégoire Collard, vous publiez, si ma mémoire est bonne, oui, aux éditions Auteurs du Monde, au cœur du show business. Il faut savoir que vous avez pendant toute votre vie professionnelle été attaché de presse, un métier qu'on connaît peu. En même... Pas uniquement, mais surtout. Surtout. Donc, vous le racontez, vous avez côtoyé des stars, et c'est pour ça aussi que je vous invite aujourd'hui, parce que on va raconter une époque que les moins de 20 ans, et même plus, ne peuvent pas connaître, qui est celle d'un show business de la joie, avec quelques histoires croustillantes aussi que vous racontez dans ce livre. Et beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, naturellement. Mais on va en parler, justement. Et ce travail, on va le faire à partir des dates clés de votre parcours. La première que j'ai trouvée, c'est le 28 mai 1970. C'est le jour de la sortie de cette chanson. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un air. Cette chanson et son succès vous doit beaucoup, Grégoire Collard. Barbara, on a parlé toute sa vie, mais dans ses mémoires et tout ça, parce que j'avais monté à 20 ans une société de promotion pour les discothèques. Ça n'existait pas, la promotion club. Et donc j'avais eu l'idée d'aller voir des maisons de disques et de leur dire, voilà, j'aimerais que vous me donniez un certain nombre de 45 tours de tel ou tel chanteur, tout ça. Et j'irais faire toutes les discothèques, en tout cas du bord de la mer, du nord de la France, et jusqu'à la Méditerranée et tout ça. Alors, ils ont dit, ah bon, mais vous allez dans les discothèques, vous allez danser, vous allez boire. Non, pas du tout. Je voudrais avoir l'avis des DJ, comme on disait déjà, des disquaires dans les boîtes de nuit, dans les discothèques, soit pour les clubs, soit pour les chansons lentes, soit des chansons rapides et tout ça. Alors donc, ah bon, on va voir. Ils étaient un peu méfiants. Et il était question que je demande à chaque disc jockey son avis sur telle ou telle chanson, tel ou tel artiste, tel ou tel rythme. Bien. Donc je fais mon travail et tout ça. C'est pas facile parce que les disc jockeys sont pas habitués à ce genre de choses au départ. Oui, ça n'existait pas. Ils pensent que vous êtes venu boire un verre gratuit. Ah oui, vous voulez un whisky, ouais. Non, j'avais 20 discothèques à faire par nuit au nord de la France, en Vendée, sur la Côte d'Azur, bon. Et donc, il n'est pas question de boire 20 whisky dans la nuit. Mais on va recevoir une facture, disait le... Non, je voudrais votre avis, je vous donne un papier, vous l'écoutez, et vous me le renvoyez en disant on aime, on n'aime pas, on va le passer à tel rythme et tout ça. C'était nouveau, ça n'existait pas. Et il n'y avait pas Internet pour répondre, donc il fallait le courage, le temps d'écrire. Absolument, ou me téléphoner aussi, oui, bien sûr, sur un fixe. Et puis, donc, je choisis donc les titres dans telle ou telle maison de disques, et dont Barbara, l'Aigle Noir, je trouve ça magnifique, quelle belle chanson, et tout ça. Et je fais les clubs, et puis... ça plaît beaucoup, les DJ ont répondu, donc j'ai pas bu, j'ai rien fait de mal, et ils m'ont répondu que c'était extraordinaire, qu'ils allaient le passer dans leur série de disques lents, dans les slows. Bon, et il y a eu tellement de réponses positives que la maison de disques a dit, mais ça alors, Barbara qui est pratiquement inconnue en France, elle passe dans des petits cabarets à Paris pour 25-50 personnes, elle a jamais eu le moindre succès, et même si on savait déjà que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et puis voilà, et ils ont dit on va le lancer à fond, sauf que Barbara, un jour, je la rencontre dans la maison de disques. Elle me dit, c'est vous, Grégoire Collard, et tout ça, oui. Et mais comment se fait-il que vous ayez réussi à faire danser des jeunes gens, sur cette chanson, qu'ils se regardent, qu'ils s'apprécient, qu'ils s'embrassent, et autres. Je dis, parce que la chanson est très belle. Non, mais Grégoire, le texte. Quoi, le texte? L'aigle noir qui fond sur une victime. Je dis, ah bon? Mais c'est un inceste, Grégoire. C'est l'histoire de mon père et moi. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais si j'avais su ça, jamais j'aurais proposé une chanson incestueuse dans les boîtes de nuit et tout ça. Et c'est là que la maison de disques a dit, alors, on y va à fond. Et là, c'était la folie. Et Barbara
À chaque fois, je l'ai rencontrée après, dans ses tours de chant, ses concerts à Paris ou ailleurs. Elle en a toujours parlé dans sa mémoire, parce que j'étais idiot que ça a marché. Et il y a Francis Blanche dans son émission de radio qui se moquait de Barbara et de l'Aigle Noir, qui le passait toutes les semaines le dimanche matin sur Europe numéro 1 en disant n'importe quoi. Et ça a aussi aidé, mais il n'avait pas compris lui non plus la réalité de la chanson. Ah, il n'a pas compris non plus. Non. Ça, vous êtes sûr? Ah oui. Alors, votre vocation, c'était pas de travailler dans les coulisses au départ, Grégoire Collard, mais d'être sous les projecteurs. Oui. Vous étiez un fan de Salvador Dali et de la pub du chocolat Lanvin. Ah oui, le monsieur, j'adore le chocolat à l'envin. Ah il était phénoménal, hein, quand même. Salvador Dali, ses moustaches et tout ça, un personnage, était drôle, ça m'amusait. Et j'adorais le chocolat, donc ça allait très bien. Voilà. Et il se trouve que moi, je l'ai rencontré un jour pour l'interview à l'hôtel Meurice, et arrive Arrabal, Fernando Arrabal, avec 6 filles en pagne et enchaînées, en disant, c'est un petit cadeau, c'est des esclaves. On peut pas, c'était pour rire, mais on peut pas imaginer ça aujourd'hui. C'était un cadeau pour vous? Non, pour Dali. Mais Dali l'a remercié. Mais c'était un côté surréaliste qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Il était improbable, oui. Alors, vous, votre métier au départ, c'était l'envie de faire du journalisme, et je crois qu'à 5 ans, vous vous êtes auto-interviewé, comme si vous étiez Alain Delon, Grégoire Collard. Oui, c'était un peu mon idole, et même beaucoup, et donc, c'était incroyable. L'impact qu'il avait déjà physiquement, et puis aussi quand il parlait, et puis ses films, voilà, et je trouvais ça incroyable d'avoir une telle carrière. Sauf qu'un jour, quelques années après, j'ai lu une interview de lui où il disait, mais la célébrité, c'est un enfer, c'est une prison. Je ne peux pas sortir de chez moi sans qu'il y ait des gens qui m'attendent ou des photographes. Si je lève un verre, on dit que je bois. Enfin voilà, un verre d'eau en plus. Et j'ai dit, ah non, dans ma tête, je me suis dit, ah non. Je veux bien être célèbre, mais je veux pas être en prison. Donc, ça m'a perturbé dans mes envies de devenir une star. Il se trouve que cet article aurait été paru dans Ciné-Monde, qui est un journal qui est né au moment du cinéma parlant. C'est le premier journal de cinéma quand le cinéma parlant est né. Vous me l'apprenez, ça, Il était dirigé par Maurice Bessy, et les signatures étaient célèbres. Il y avait Pierre-Marc Orlan, Blaise Sandra, Joseph Kessel et Marcel Carné, pour qui vous avez tourné dans un film. En tout cas, sinon les autres, ce sont des auteurs extraordinaires. Oui, Marcel Carné, j'ai été figurant. Alors j'ai essayé plein de choses quand même. Hein. Donc j'ai voulu chanter, j'avais une brosse à cheveux dans ma chambre, j'ai commencé à chanter. Mes parents m'ont dit, les voix se plaignent, il faut arrêter ça. J'ai pris un cours de guitare, on m'a acheté une guitare, j'ai trouvé ça épouvantablement difficile de mettre ses doigts sur le manche. Enfin, j'ai essayé plein de choses. Et puis, j'ai fait de la danse classique aussi, et moderne. Enfin, j'ai fait plein de choses. Mais c'était pour mon plaisir. Parce que j'avais déjà donc compris que la célébrité pouvait être dangereuse. Et je me suis dit, comment je peux être dans ce métier en profitant, en travaillant? Eh bien, il faut que je travaille pour les autres. Il faut que je sois dans l'ombre de la lumière des autres. Ça, on va en parler, mais surtout, Marcel Carné, vous avez été figurant dans un de ses films, son avant-dernier film, Les Jeunes Loups. Les Jeunes Loups, oui. Et c'était un petit rôle de figurant. Ah oui, figurant, j'ai pas dit un mot, alors il n'y a pas de danger. Hein. Et il y a quelqu'un d'autre qui a été figurant dans ce film, il n'est même pas crédité, c'est Robert De Niro. Ah bon? Qui débutait et qui est dans ce film. Ah, vous me l'apprenez, ça. Quelques images. Il arrivait en France, il était là, il savait pas quoi faire. En tout cas, il n'était pas là quand moi j'étais sur le plateau. Ouais. Et il y avait aussi Elisabeth Tessier qui débutait comme comédienne, qui est dans ce film. C'est fou, vous en savez des choses. Vous avez tourné aussi avec Vittorio De Sica. Oui. Dans un film qui s'appelait Le Nouveau Monde. Il Nuovo Mondo. Mais ça n'a pas été plus loin. Le cinéma, non. Il y a eu les romans photos, ça vous a tenté aussi? Oui, alors ça m'a beaucoup amusé. Les romans photos, il y avait des magazines à l'époque où au milieu des publicités et tout ça, il y avait des photos qui racontaient une histoire en noir et blanc avec des gestes arrêtés. Oh, oui, non, pourquoi pas? Enfin, des choses comme ça. Donc c'était pas difficile à faire, mais ça m'a beaucoup plu, ça, par contre. Là, j'avais pas à parler, j'avais juste à prendre... Vous croyez? Et l'inventeur, c'était Cino Del Duca, qui avait créé ça en Italie. En Italie, c'était la folie en Italie. Ah oui, oui. Et il l'a importé en France dans Télépoche naissant, et toutes les vedettes de la télévision de l'époque ont fait un roman photo. Et en France, c'est venu aussi après. Il y a plein de stars. Même France Gall, on avait fait un pour je sais pas quel magazine à un moment. Ah oui, mais beaucoup en ont fait. Et puis, il y a eu une pub que vous avez tenté de faire. Vous avez passé une audition très très chic, Grégoire Collard. Vous étiez bien habillé.
Ah oui. J'avais compris, j'avais lu qu'il y avait des agences de mannequins enfants. Donc évidemment, je me suis présenté. Oui, pourquoi pas et tout ça. Ils ont fait des photos dès le premier jour, comme un portrait. Et puis un jour, je suis convoqué. Ils m'ont dit, venez demain. Et puis surtout, vous venez. Alors là, j'étais pas sale sur moi, mais ils me disent, il faut vous récurer à fond, les cheveux, la peau, les pieds, tout. Alors, je me suis lavé comme jamais de ma vie et je vais au rendez-vous. On fait monter sur un tabouret et puis on me dit vous allez pas enfiler ce short là, il faut qu'on voit un peu vos jambes. Bon, très bien, elles étaient propres. Et puis et voilà. Et le photographe arrive, il ne photographie que des chaussures qui m'ont fait essayer, chaussures en cuir très belles. On n'a jamais vu ni mon mollet, ni mon visage, ni mes cheveux. J'étais propre pour rien. Et ça m'a agacé profondément. Je me suis dit, mais pourquoi ils disent pas les choses? Exact. Alors vous dites les choses, en particulier vous avouez que l'idole de votre enfance dans la musique, c'était elle. Ella Fitzgerald, qui a été la première femme noire américaine à recevoir un Grammy Award en 1958. Et à l'école, on se moquait de vous parce que vous aimiez Ella Fitzgerald. C'est assez particulier. Oui, c'est parce qu'un jour, là, j'étais au lycée, j'avais, 10-12 ans, et un des professeurs dit, la semaine prochaine, j'amènerai un électrophone, je sais pas comment on disait, un tourne-disque. Oui. Et chacun de vous, chaque élève apportera son disque préféré. Alors moi, j'écoutais ça chez moi, Ella Fitzgerald, et je connaissais quelques paroles, même de Ray Charles, et The Road, Jack, et tout ça. Bon, bref. Et donc, évidemment, on le passe dans la classe, mais elle chantait avec des onomatopées, tip, tip, boudoudou, dip, dip, dou, didou, comme ça. Et les autres élèves, ils morts de rire, n'avaient jamais entendu ça. Ah, c'est quoi et tout ça? Et le professeur n'était pas content, il leur a dit, ce garçon, en parlant de moi, il est remarquable parce que c'est original. Ah, mais c'est n'importe quoi, tout ça. Et j'ai eu un 20. Voilà. Vous avez eu ensuite d'autres choses, d'autres bonnes notes, mais musicales. On va les évoquer à travers une autre date, le 31 décembre 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Grégoire Collard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Grégoire Collard. Vous avez été entre autres attaché de presse et vous publiez vos souvenirs, si ma mémoire est bonne, au cœur du show business, chez Auteurs du Monde. Oui. Et on évoque votre parcours qui a commencé donc effectivement au lycée par la passion de la chanson. Et le 31 décembre 75, il y a un événement, un fait divers qui se produit et vous êtes indirectement lié puisqu'on enlève le PDG de Phonogramme, Louis Hazan, qui est enlevé dans son bureau pendant une réunion et embarqué pendant 6 jours. C'est une histoire de fou. C'était incroyable. Donc je travaillais, j'avais été engagé chez Philips à la suite du succès de Barbara. Ils m'avaient engagé dans leur service de promotion, donc tout va bien et tout ça. Et puis, il se trouvait qu'à l'époque, certains programmateurs d'émissions de télévision essayer d'obtenir de moi, attaché de presse, mais des autres attachés de presse, de quoi déjeuner, de quoi leur acheter un maillot de bain pour leurs prochaines vacances, enfin des cadeaux. Et moi, ça, c'était pas mon truc. J'ai dit non. Soit je parle bien de mes artistes et ils les engage parce que c'est bien, mais si je dois offrir des t-shirts, des foulards, un déjeuner, enfin tout ce qu'on veut. Donc j'avais dit au PDG, j'avais dit, moi je suis pas d'accord. Et il a poussé un soupir de soulagement, on dit « Ah oui, ça serait bien que ça s'arrête, ça, ces choses-là. » Et puis, il se trouve que un jour, j'étais justement dans une radio, donc il m'a félicité, le PDG. Et j'apprends dans cette radio que mon PDG a été kidnappé. En pleine réunion. En pleine réunion, avec un sac en jute et tout ça. Et puis, il a disparu et tout ça. Et alors à la radio, tout le monde veut. C'était Europe 1 à l'époque. Donc, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'en sais rien. J'étais pas chez Philips ce matin. Il a été enlevé, je sais rien d'autre et tout ça. Mais inquiétude. Et puis, il a été enlevé par un directeur commercial qui me reprochait de faire des histoires d'argent justement avec les radios ou les télévisions et peut-être de toucher de l'argent moi-même.
Et c'était lui l'escroc. C'est fou, hein. Et en fait, il a été retrouvé au bout de 6 jours après une enquête de Claude Cancès, le commissaire. On l'a retrouvé dans une maison à Garches où il avait construit un mur, il était sur un matelas derrière, et il y avait des petits malfrats qui avaient fait le geste, et votre directeur commercial était complice, était la taupe qui avait fait entrer ces malfrats chez Philips. Voilà. C'est ça, oui, c'est lui qui avait organisé. Alors à l'époque, il faut savoir que les maisons de disques n'avaient rien à voir avec aujourd'hui, Grégoire Collard. C'était une petite famille. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Une famille avec ce qu'il peut y avoir dans une famille, c'est-à-dire des gens plutôt sympathiques, puis d'autres moins sympathiques, bien entendu, des jalousies, des racontards et tout ça. Mais enfin, c'est un peu dans toutes les entreprises, j'imagine. Mais oui, pour moi, c'était une famille parce que ce fameux PDG, Louis Hazan, était un homme charmant et tout ça. On me disait... Mais comment vous voulez voir le PDG ce matin? Mais il faut prendre... Non. J'y allais, je frappais. Oui, Grégoire et tout ça. J'étais le seul. Quoi, c'est pas grave, c'est pas un président de la République non plus. Et donc, ça se passait très bien. Et puis, je sentais qu'il avait confiance en moi. Alors, c'est la première fois qu'enfin, dans tous les petits métiers que j'aurais voulu faire comme danseur, guitariste et tout ça, enfin, quelqu'un trouvait que je pouvais rester là et revenir le lendemain. Oui, et quand on voit aujourd'hui l'ambiance des maisons de disques où il y a des chefs de produits qui parlent chiffres et pas musique. Ça, c'est sûr. Je me souviens de Sheila qui m'a raconté qu'elle avait conservé son livre d'or en 64, offert pour Noël par sa maison de disques, et il y avait les démos du PDG jusqu'à la standardiste. C'était une petite famille. Oui. On pouvait, c'était encore un artisanat, le disque, à cette époque-là. On peut dire ça comme ça. Je suis pas tout à fait d'accord non plus parce que quand même, moi c'était Philips, phonogramme, et non, c'était sérieux quand même au niveau des écoutes, au niveau du travail en studio. Mais ça n'empêche que c'était des gens qui travaillaient entre eux, sans se poser des questions de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Pas toujours, en tout cas. Oui, enfin, moi, on m'en parlait pas. De toute façon, des chiffres d'affaires, le PDG, il parlait pas d'argent. Mon salaire, c'était déjà compliqué. Alors, parler d'autre chose, non. Alors, il se trouve que vous avez été engagé par quelqu'un qui est devenu ensuite un écrivain célèbre niçois, notamment en parlant des chats, qui était Louis Nucera, qui était qui a son musée, son propre musée à son nom, donc à Nice. Exactement. Et il m'a amusé parce que bonjour, vous avez été engagé très bien comme attaché de presse chez nous, très bien. Je voudrais vous dire quelque chose, c'est que moi je n'ai absolument pas envie de vous parler du tout. Je dis bon. Pourquoi? Parce que j'écris, je suis écrivain, j'écris de 4h du matin à 8h du matin, et après, ma journée est finie. Alors après, vous travaillez, vous, dans la maison, mais je suis pas forcément à votre écoute. Oui, c'est incroyable. Il était sincère, mais en même temps, il travaillait très bien. Et parmi ses meilleurs amis, il y avait non pas un Niçois, mais un Sétois célèbre. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Son premier 25 cm chez Philips, d'ailleurs, avec Garogori, qui n'a pas été interdit, mais déconseillé à la radio en 55, sur les chaînes nationales, ce qui l'a pas empêché de faire un immense succès. De toute façon, c'était quelqu'un, d'abord, il était communiste, ce qui n'était pas forcément bien vu dans cette France qui commençait à démarrer. Oui. Et Georges Brassens, il était amusant dans la mesure où, il était communiste et tout ça, donc il s'habillait simplement, avec des chemises polo, 3 boutons et tout ça, sauf qu'elles étaient en cachemire. Donc c'était un communiste chic. Et puis un jour, il me dit, vous avez vu Grégoire, la moquette a changé chez Philips. J'en avais rien à faire de la moquette. Il me dit, c'est moi qui l'ai payé. Il parlait d'argent, alors qu'il était communiste, ça m'amusait beaucoup. Oui, mais il avait beaucoup d'humour. Beaucoup. Et vous avez réussi une performance, Grégoire Collard, c'est de le convaincre de passer dans une émission de Guy Lux à la télévision. Un communiste chez Guy Lux, un chanteur communiste, alors donc qui sert la soupe aux publicités ou à tout ça, toutes ces choses commerciales, c'était pas son truc, ça je le savais. Et puis Guy Lux, un jour sur son plateau, me dit, Grégoire, j'aimerais beaucoup recevoir, grâce à vous, Georges Brassens, qui n'est jamais venu chez nous, chez moi, sur mon plateau. Et comment faire? J'aimerais lui consacrer ce qu'on appelle un coup de chapeau, c'est-à-dire 4 titres dans la même émission. Et je me dis, oh là là, dans ma tête, ça va être compliqué, ça, Georges Brassens, 4 titres. Et j'ai une idée. Je dis, pourquoi pas Monsieur Guy Lux, je disais pas monsieur, mais on me disait Guy, évidemment. Guy, j'aimerais que vous me preniez 4 jeunes chanteurs en balance.
Il me dit 4 chanteurs, jeunes chanteurs inconnus dans la même émission. Je dis non, 1 par semaine, donc 4 en tout. Et puis Georges Brassens viendra. Il m'a dit oui, Guy Lux, mais il fallait arriver à convaincre Georges Brassens. Donc je lui ai raconté ça, il m'a dit je vous félicite et j'irai. Voilà. Il parlait doucement comme ça, avec ses moustaches, j'avais un sourire comme ça. Et il aimait les jeunes, il les défendait. Et puis quelqu'un d'autre que vous avez connu bien avant qu'il devienne célèbre, c'était Jackie du Club Dorothée. Oh bah alors Jackie, ça c'est toujours ami avec lui, il est toujours aussi drôle, amusant avec et inattendu aussi bien quand il est à la télévision que dans la vie. Et c'est quelqu'un qui aime la musique et tout ça. Et puis on était engagés le même jour par hasard chez Philips et puis au bout du 2e jour, il y avait une grande table blanche, un peu comme celle-ci, et il montait sur la table à 10h du matin, l'heure de notre arrivée, chaque matin. Et il racontait une blague ou 2 blagues comme ça, mais c'était tordant de rire, original et tout ça. Et puis un jour, j'ai dit, mais c'est incroyable ce que tu écris. Il me dit, non, c'est pas moi, c'est un ami à moi, c'est un inconnu, il passe à Montparnasse, là, il faudrait que tu ailles le voir. Et il s'appelle Coluche. Et tous les matins, il faisait un sketch de Coluche que lui n'avait pas écrit, évidemment. Et c'est comme ça que j'ai découvert Coluche. Et qui venait de temps en temps venir voir Jackie, d'ailleurs. Et il était vraiment presque pas connu. Donc il passait inaperçu quand il était dans la rue. Et puis après, je l'ai vu toute ma vie, Coluche, puisque Michel Berger, France Gall et tous les autres le fréquentaient, allaient chez lui et tout ça. Justement, et France Gall, Michel Berger ont beaucoup compté dans votre vie, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 16 octobre 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Grégoire Collard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Grégoire Collard, attaché de presse, journaliste dans le passé, écrivain aujourd'hui avec ce livre « Si ma mémoire est bonne, au cœur du show business, auteur du monde ». On l'évoque en fil rouge dans cette émission des clés d'une vie, puisque les anecdotes qu'on raconte sont dans ce livre. On a évoqué vos débuts dans le monde du spectacle avec Phonogramme et Philips. Et puis, il y a une date importante dans votre vie, c'est le 16 octobre 1978, la sortie de cet album, de ce double album. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Starmania. Avec Balavoine, que vous avez vu assister à la rencontre Michel Berger et Daniel Balavoine, Grégoire Collard. C'est même encore avant. J'étais devant ma télévision et je le vois chanter une certaine chanson à la télévision, ce Balavoine archi inconnu. Et je suis frappé par sa voix et tout ça. J'en parle à France Gall, et puisque je travaillais déjà avec France Gall et Michel Berger, qui cherchaient des chanteurs et des acteurs pour le futur Starmania. Et France regarde aussi à la télévision, elle fait des recherches, et elle dit, mais c'est extraordinaire. Elle en parle à Michel Berger, qui me demande mon avis. Et je dis, oui, il faut absolument lui faire passer une audition pour être donc un rôle principal dans Starmania. Et donc il est convoqué. Le Balavoine, il arrive. Un peu dodu quand même, hein. Il jouait normalement un voyou qui mange pas sa faim. Normalement, c'était ça son rôle à venir, et il était un peu dodu. Et puis bon, les cheveux longs, ça allait pour un voyou, pas de problème. Et donc il y avait Luc Plamondon aussi qui était là, moi j'étais là, Michel Berger et France Gall. Et donc Michel fait 3-4 notes, tout ça, il lui montre un peu. Et donc Balavoine fait la chanson, mais comme s'il la connaissait depuis toujours, quoi. Il l'a adoptée immédiatement. Donc ça allait bien. Luc Plamondon était un peu récalcitrant parce que, franchement, il l'a redit, il faudrait peut-être maigrir un peu pour faire quelqu'un qui mange pas sa faim. C'est pas possible. Bon. Et puis, Balavoine dit, mais alors ça parle de quoi, votre future comédie musicale Starmania? Michel explique, c'est une bande de voyous qui envahissent, qui veulent kidnapper la fille d'un potentat dans une ville contre rançon et tout ça. Et donc c'est des gens qui ont faim et donc qui ont besoin de manger. Donc bon, il a bien compris Balavoine et Balavoine, ça on le savait pas, on l'a appris après. Il voulait pas faire de comédie musicale. Et Michel lui dit bon, je vais vous raconter de quoi il s'agit. Bon, c'est une bande de voyous qui fait un rap et tout ça. Et c'est un peu comme la bande à Bader.
Et Balavoine, il fait, comment ça, la bande à Bader? Ah, vous connaissez pas? Mais si. Et il sort de sa poche de blouson un livre de poche sur la bande à Bader, Balavoine. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé d'une minute à l'autre. Il faut savoir que Balavoine avait fait 2 bides d'albums. Il avait dit, j'en sors un dernier, si ça ne vend pas 30 000, j'arrête. C'était le chanteur. Il en a vendu 150 000. C'est ça. Et c'est devenu, en même temps que Starmania, Balavoine a éclaté, a explosé. Oui, et c'est par sa présence que les financiers... Bon, il y avait France Gall, forcément la femme du compositeur Michel Berger, qui faisait partie du casting. Mais... il y avait rien de décidé. Et puis Balavoine qui soudain explose au mois de septembre. Donc c'était et c'était incroyable quoi, que ça corresponde à l'actualité et tout ça. Et Balavoine il a finalement il voulait pas faire de comédie musicale, mais il a compris que c'était décisif pour lui. Et les financiers, grâce à la présence de Balavoine, ont décidé de miser sur cette comédie musicale, qui était la première de Michel Berger. Oui, c'était un opéra rock. Personne n'y croyait quand l'album est sorti. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais ça marchera jamais. Comme le spectacle au Palais des Congrès, personne n'y a cru. Et moi, je me souviens avoir vu le public venir de jour en jour. C'était pas évident au début, Grégoire Collard. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Alors au départ les financiers, mais bon, grâce à Balavoine et France Gall, bon, allez, on va mettre un peu d'argent, mais c'était ric-rac quand même, hein. C'était pas la folie, c'était pas des millions et des millions pour financer tout ça. Tout était compté, mais ça a pris assez vite. Moi, j'étais surpris le premier soir, alors que les télévisions en disaient du mal, prédisaient un échec et tout ça, comme vous venez de le dire. Dès le premier soir, c'était complet. Parce que c'était quand même très nouveau. Et ça passait beaucoup en radio. Oui, et en même temps, on n'imaginait pas que Starmania deviendrait culte quelques décennies plus tard. Ça a été joué dans plein de pays, hein, aussi bien en Russie, en Chine. En Chine, c'était un peu compliqué pour Michel Berger parce que les Chinois n'applaudissent pas pendant un concert. Pas une seule fois à la fin, oui, mais tout le spectacle se fait sans un soupir, sans applaudissement. Et Michel dit, mais non, on n'applaudit pas dans ce pays. Alors, il se trouve aussi que Michel Berger, c'était une complicité de plein d'années qui est née lorsque vous êtes allé le voir. Et ça a été immédiat, un flash d'amitié et de complicité entre vous, Grégoire Collard. Oui. Enfin, ça a été limite parce qu'il m'a convoqué, il m'a appelé. Non, c'est pas ça. Il est allé à RTL où il a demandé à un animateur... André Torrent, pour le citer, puisque c'est un ami... Et ça marchait pas bien pour Michel Berger, pour ses propres 45 tours et ses propres albums. Et il a dit, est-ce que tu connaîtrais un attaché de presse? Est-ce qu'il y en a un en France qui aime ce que je fais? Et André lui a dit, ah oui, j'en connais un. Bon. Il est snob. Il est insupportable, il est autoritaire et tout ça. Et il aime le jazz. Michel, qui était fou de Ray Charles, d'Ella Fitzgerald, il a fait une chanson Ella d'ailleurs plus tard. Il a dit, je veux le rencontrer. Et donc, je suis allé chez Michel, et qui me dit, voilà, on se parle. Et il me dit, j'ai fait un album pour France Gall. Catastrophe pour moi. J'aimais pas du tout ce qu'elle faisait avant, les poupées, les sucettes, Sacré Charlemagne. Je trouvais ça... Elle chantait bien, mais c'était pas pour moi, j'aimais pas ça du tout. Je me dis, oh là là, comment je vais faire? Donc j'ai fait un album, si vous voulez, vous pouvez l'écouter. Non, je vais l'emmener chez moi, je vais l'écouter tranquillement. Je voulais au moins être tranquille pour écouter ça et trouver mes arguments pour pas l'accepter. Puis finalement, je trouve ça très bien. Donc on lance le disque de France Gall. Et puis pour son album à lui, un mois plus tard, il me dit, voilà, j'ai fait un album pour moi. Si vous voulez, là il me tutoyait, du coup ça faisait un mois qu'on se connaissait. Tu pourrais l'écouter chez toi. J'ai dit, non, c'est d'accord. Comment ça, c'est d'accord? Du Michel Berger, c'est d'accord. Mais effectivement, il est devenu culte petit à petit, mais je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi discret et d'aussi timide que Michel Berger, Grégoire Collard. Ah bon, alors ça dépend des heures, parce que oui. Il était réservé, on va dire. Réservé. Voilà. Très gentil en interview, quand il parlait, mais toujours réservé, et c'était presque une qualité. C'est-à-dire que c'était pas un m'as-tu vu. Il voulait pas faire il voulait que ça marche pour lui, que ses chansons soient reconnues, que lui-même puisse faire des concerts plus tard. Il en faisait pas à ce moment-là. Il voulait être réputé. Bon. Mais,
de là à faire des courbettes, faire des photos à tout va, de tout raconter de ses amours naissantes, en tout cas avec France Gall, ou son ancien rapport avec Véronique Sanson, c'est son grand amour, jamais oublié. Donc il était discret. Et puis, il s'habillait très mal. Parce qu'un homme, pour lui, ne pouvait pas être beau. Même lui, il pouvait pas être beau. Donc ça servait à rien. Les femmes sont belles, les hommes ils les voyaient pas parce que c'est un homme, c'est pas beau. Donc il s'habillait avec des vieux pantalons en velours, râpés, comme les Anglais le dimanche ils adorent porter des vêtements usés. Et puis un homme voilà ne pouvait pas être beau. Donc il se mettait pas en avant. Il a fallu du temps pour qu'il accepte de monter sur scène. En me surprenant d'ailleurs, en mettant, sans que je le sache, un costume rouge vif à Paris sur une scène parisienne. Et là, j'avais la bouche ouverte, j'ai dit Michel commence à s'habiller. Et moi, je lui achetais souvent des vêtements. Et comme une fameuse chemise qui était sur une pochette de disque aussi, avec des portées musicales, avec des notes comme ça. Elle est beaucoup sur Google et partout. Et peu à peu, il a écouté mes conseils, même s'il trouvait que ça faisait trop de couleurs, quand même bleu, jaune, rouge en même temps, ça faisait trop. Oui, mais France Gall était très utile dans ce quotidien parce que son réfrigérateur était toujours vide. Il se fichait totalement du quotidien, Michel Berger, Grégoire Collard. Oui, enfin, quand il était avec Véronique Sanson, c'est elle qui faisait les courses. Voilà. Bon, après, il était désespéré, il était tout seul, donc tout le monde, moi je connaissais pas encore, et tout le monde était inquiet pour lui. Mais avec France Gall, qui faisait si bien la cuisine, et qui avait aussi une cuisinière marocaine, et sa fameuse tarte au poireau irrésistible, il mangeait bien. C'est l'important. Et d'ailleurs, je crois que leur fils Raphaël vous doit son prénom. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose. Et il se trouve que France Gall me dit je sais que tu fêtes ton anniversaire au mois de juillet à Los Angeles et on va venir avec Michel. Je dis ah bon, très bien. Donc je loue une Cadillac blanche et tout ça pour les promener et qu'on fasse la fête et tout ça. Et 3 jours avant, elle m'appelle, elle dit non, finalement, on va pas venir. Alors me voilà avec ma Cadillac blanche pour moi tout seul. On va aller à Saint-Tropez, on va rencontrer Elton John qui nous a appelés et on va le rencontrer chez Eddie Barclay pour les soirées blanches. Et puis voilà, on va aller travailler aux États-Unis, on va enregistrer justement à Los Angeles mais un petit peu plus tard et tout ça. Alors bon, ils s'en vont, moi je reste à Paris, j'ai des choses à faire. Et puis j'appelle France quand même, ou elle m'appelle, elle me dit c'est une catastrophe. Je suis en studio avec Elton John et son comparse et musicien. Et donc il y a 3 hommes dans le studio et moi j'ai des problèmes féminins. Je me sens mal avec cette. Je suis enceinte depuis 2 mois et je me sens pas bien. J'ai des troubles et tout ça. Et devant tous ces hommes et tout ça, c'est pas possible. Bon, alors donc ça se fait quand même. Et puis donc ce bébé est annoncé. C'est le 2e bébé. Et ça sera un garçon. Puis un jour, j'arrive chez Michel et France, et je vois qu'ils se chamaillent un peu comme ça, gna, voilà, jamais méchamment. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on se dispute parce qu'on cherche un prénom pour notre futur garçon, et on trouve pas. Bah, je dis, vous pensez à quoi? Oh, Gilbert, ou autre, enfin des prénoms qui leur plaisent pas. Et toi, qu'est-ce que tu aimes, Grégoire? Quel est ton prénom préféré? Ah, il y en a un. C'est celui d'un ange, d'un archange. Raphaël. On va l'appeler Raphaël. Et Raphaël Amburger, puisque c'est le nom de famille, le vrai nom de famille de Michel Berger. Et le fils s'appelle Raphaël Amburger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il s'occupe en coulisses de Starmania. Et que physiquement, c'est le sosie de son père. C'est assez incroyable. Oui, et puis il fait fructifier. Il va, je sais pas si vous le savez, il y a un disque inédit, un titre inédit de France Gall qui va sortir le 8 novembre, qui s'appelle La Prisonnière, et qui avait été écrite pour Starmania, mais finalement il l'avait pas gardé à ce moment-là. Et donc Raphaël
Amburger, ou Raphaël Berger, mais enfin c'est Raphaël Amburger, a décidé de la sortir, comme il a pu sortir Vivre aussi, la chanson de Michel Berger pour une publicité pour une voiture allemande. Et là, c'est La Prisonnière qui va sortir, et c'est un événement. Un événement. Un événement aussi, c'est ce livre dont on va continuer à parler à travers la date de sa sortie, le 12 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Grégoire Collard. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Grégoire Collard. On a parlé de vos débuts dans le côté attaché de presse, votre rencontre avec Michel Berger et quelques autres. Et vous publiez, si ma mémoire est bonne, le livre est sorti le 12 septembre 2024, au cœur du show business. Oui, il y a un mois pile. Oui. Et ça, c'est chez Auteurs du Monde. Comment est née cette idée? Et pourquoi ce livre? Parce que tout le monde me demande... qu'est-ce que t'as fait avec tel chanteur, telle personnalité, ceci. Il faut nous raconter. Alors dans des dîners ou autres, je raconte des anecdotes éventuellement. Et les gens disent mais pourquoi tu n'écris pas ça? Et je me suis dit. Et puis j'ai eu beaucoup de succès. J'ai fait un livre sur Michel Berger, un autre sur France Gall. Et les gens aiment que je leur raconte, alors soit par écrit, même dans la rue, il y a des gens qui me disent « Oh, Michel Berger !» Non, je suis pas Michel Berger. « Ah non, mais vous avez travaillé avec lui et tout ça. » Et il y a des gens qui ont pratiquement, ils sont au bord des larmes. Donc il y a de l'émotion. Et je me suis dit, il faut que je fasse perdurer ça, pas forcément créer l'émotion et des larmes, mais partager avec le public ce que j'ai pu vivre de plus étonnant, de plus surprenant, de plus enrichissant. Je parle pas d'argent là, mais à tout point de vue. Et ben voilà, c'est ce que je fais. Voilà. À Sud Radio, notre slogan c'est Parlons vrai. Et c'est vrai que dans ce livre, vous parlez vrai en racontant les vérités. Et avec Michel Berger, un jour, vous avez été le témoin de la naissance d'une chanson. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Oui. C'est vrai que cette chanson, c'est Michel Berger qui a relancé la carrière de Johnny. Oui, Johnny était, comme dans toutes les carrières, un petit peu en perte de vitesse à ce moment-là au niveau des ventes et tout ça. Et puis, Michel Berger existait et Johnny a dit il faudrait que voilà. Donc il y a eu un dîner d'organisé chez Michel Berger et France Gall et Johnny était là avec sa compagne Nathalie Baye, qui avait dit il faut absolument. Mais Johnny il était timide. Alors à la fois c'était une idole. Mais dire à quelqu'un j'ai besoin de chansons comme un petit débutant qui n'était pas, c'est un peu compliqué. Et puis le dîner se passe et puis il se passe rien. On parle pas de musique, on parle pas de chansons, pas de nouvel album et tout ça. Puis à la fin, quand même, du dîner, Johnny se lance et dit Michel, j'aimerais bien que tu m'écrives une petite chanson. Pourquoi petite? Mais enfin, c'est pas le bon terme. En tout cas, c'est pour convaincre quelqu'un. Une petite chanson. Et Michel lui dit je fais pas de petites chansons. J'écris un album ou rien. Un album... Et puis voilà, ça se termine là. Et puis Johnny s'en va et tout, avec sa compagne. Et puis Michel, dans la nuit, il a écrit déjà 2 chansons. Et c'est comme ça que c'est né. Puis après, ils sont allés en studio, ils ont enregistré. Michel est devenu son metteur en scène pour passer à Bercy. Et ça a été un succès, mais gigantesque. Et il se trouve aussi que vous aviez connu Johnny Hallyday bien avant, chez Philips, Grégoire Collard. Oui. La première année où je suis entré chez Philips, il y avait ce qu'on appelle un congrès, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, on présentait aux journalistes de toute la France, des journaux, la télé, tout ça, les nouveautés de chez Philips, les disques à sortir. Et donc, et Johnny, il était déjà dans la maison de disques, et ça marchait bien. Et puis, il était invité là. Donc, c'était finalement dans une salle pas trop grande, c'était bondé à craquer, et Johnny arrive le dernier. Et moi, j'étais déjà assis sur le rebord. Il n'y avait plus de chaises disponibles. Comme ça, sur un bout de ciment ou de je sais pas quoi, un bord de fenêtre, enfin, interne. Et bon, voilà. Et il vient s'asseoir, il me pousse presque, puis il s'assoit là avec tout ça. Là, moi, je suis un peu pétrifié parce que c'était déjà une célébrité quand même. Vraiment, Johnny, c'est pas rien. Je lui avais jamais parlé. Et donc, puis au moment, il me dit, ça va? Je fais, pas trop. Il me dit, moi non plus, on se casse. Je dis, on peut pas, on se casse.
Et on est parti dans la salle d'à côté boire un verre et tout ça. Et il a toujours été charmant avec moi. Puis un jour, sur un plateau de télévision, à propos de l'album que Michel lui avait composé, il y avait une répétition chez Drucker. Et donc, avec donc Johnny et Michel Berger. Et puis moi, je regarde un petit peu sur un petit téléviseur comment c'est. Oh, la lumière était épouvantable. Johnny, qui était loin d'être laid, il avait des cernes jusque-là. Il faut le faire pour quelqu'un qui fait les lumières. Et donc je dis à Michel, mais ça va pas du tout, il faut le refaire. Johnny, il est pas beau, il est pas bien. Ben, va lui dire. Je dis, mais enfin, je vais pas dire ça à Johnny. Bon, alors bref, je vais voir l'ingénieur lumière qui est sur un plateau, qui règle tout. Et je dis, excusez-moi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pas très aimable, le gars. Johnny, il est pas très beau, là. Mais un homme n'a pas besoin d'être beau. Non, mais franchement, il y a de quoi exploser. Donc je vais revoir Michel, je dis, il veut pas le monsieur qui fait les lumières et tout ça. Et tu vas voir Johnny. Alors, je retourne voir Johnny qui me dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, Grégoire? La lumière n'est pas bonne, il y a des cernes comme ça. Il me dit, là, je suis avec 20 copains qui m'accompagnent tout le temps partout. Mais ils s'intéressent pas du tout à ce qu'on fait. Ils regardent pas le petit téléviseur, rien. Je peux avoir des cernes, je peux être horrible, je peux être... Et toi, tu viens me dire ça? Je dis, ben oui, merci Grégoire. Et ça a sauvé la situation. Et après, il m'a toujours dit bonjour, pris comme ça, voilà, c'était sympa. Alors, Michel Il Berger... était timide, hein, il était très timide. Michel Berger a été le producteur de ce disque de Johnny, mais il a aussi produit un autre album beaucoup plus étonnant. C'est moi qui suis Golargol, loup chante en do dièse, en mi. Golargol Mireille. Mireille, car Mireille, à 70 ans, est remontée, c'est la mère de la chanson française. 80 même. Non, elle avait 75 ans, peut-être 80 à l'époque. Oh, elle était pas loin de 80, voilà. Oui. Voilà. Et Michel Berger a produit un album de Mireille. Oui, parce qu'il la trouvait absolument charmante. Et puis c'était une légende dans le métier, ce petit chemin et tout ça. À 18 ans, elle avait été une star à Hollywood, enfin à New York, Hollywood, dans des comédies musicales. Elle avait travaillé avec Gershwin. Elle avait travaillé avec Gershwin, elle avait connu plein de gens là-bas aux États-Unis. Elle avait ses publicités sur des bus. À 18 ans, c'est incroyable. Elle avait une voix, comme on a pu entendre 2 secondes, extrêmement frêle et fine. Et puis moi je l'avais connue parce qu'elle avait monté un petit conservatoire et où il y avait plein d'élèves comme Françoise Hardy et d'autres. Bien sûr, et ce petit conservatoire, il faut savoir qu'il était né en 1946. Oui. Quand Sacha Guitry avait dit à Mireille, vous devriez faire un petit conservatoire. La radio l'a accepté pendant 6 mois et c'est resté 30 ans. À la télévision. La radio d'abord, il y a eu la radio et ensuite la télévision. Oui, moi j'ai pas connu à la radio. Ouais. Et c'est vrai que ce petit conservatoire, ça vous a marqué, Grégoire Collard. Ben oui, parce qu'elle m'a nommé administrateur, ainsi que Françoise Hardy, ce qui voulait rien de tout, c'était juste pour les papiers, certainement. J'ai jamais donné le moindre conseil aux élèves, ni rien fait. Mais par contre, j'ai connu plein de gens, et c'est là que j'ai connu Françoise Hardy, en tout cas, parce que elle venait, Mireille lui faisait des remarques, parfois un petit peu limite, en disant, mais... vous voulez pas chanter un peu? Parce qu'elle chantait trop doucement, des choses comme ça. Et puis après, elles sont devenues vraiment amies. Mireille, c'était ce petit chemin, et d'autres, c'était une personne extraordinaire. Mais qui acceptait les interviews quand la lune était montante ou descendante. Elle avait toujours peur de déranger, même lorsqu'elle passait à la télévision. Peur de déranger, oui et non. Donc Michel lui avait promis, Michel Berger lui avait produit un album et qu'elle avait écrit, coécrit, parolé avec ses élèves, certains de ses élèves, et c'était vraiment extraordinaire. Mais il fallait faire des télévisions. Donc, voilà, je lui fais faire des télévisions, donc chez le Collaro Show, où il y avait des jeunes femmes un peu avenantes, et puis en soutien-gorge et culotte, quoi. Et Mireille fait ça, elle dit, mais vous croyez, et tout ça, mais tout le monde va se moquer de moi. Je dis, non, on va voir que vous, bien entendu. Puis après, je lui obtiens un article, un grand article dans un magazine, qu'on peut citer peut-être, oui, le magazine Lui, qui était un magazine un peu chaud, avec des filles peut-être un peu nues. Et je dis, voilà, vous avez un article qui est paru, allez l'acheter, tout ça. Alors elle descend au kiosque en bas de chez elle, et à la dame, je voudrais le magazine Lui. Ah bon, madame, Lui, vous êtes sûr? Oui, oui. Mais vous savez que c'est un magazine un petit peu érotique. Oui, mais je suis dedans.
Elle n'était pas nue, bien sûr. Bien sûr. Et elle était extraordinaire parce qu'elle l'a montré à tout le monde et était trop contente. Alors, il y a eu Mireille et François Hardy que vous avez cités. Oui. Vous avez également été le responsable de la sortie d'un album où il y avait cette chanson. Tirez pas sur l'ambulance, je suis déjà dans le trou. Ça aussi, François Hardy, ça a été une belle aventure, Grégoire Collard. Elle avait un sacré caractère. Elle était à la fois très gentille et elle disait toujours non à tout, d'abord. Oui. Est-ce que vous voulez faire ça? Non. Elle savait même pas de quoi on parlait. Non, je suis bien chez moi, quoi. Elle avait un sacré caractère, tout en étant toujours un peu comme Michel Berger à la recherche de l'inspiration, faire mieux et tout ça. Elle n'était pas forcément sûre d'elle. Et en plus, elle avait des idées pour se connecter avec les astres, pour lire dans les Écritures. C'est tout ce qui l'intéressait d'ailleurs. Oui. Elle a fait une émission de radio pendant quelques années sur Radio Monte Carlo sur ce sujet. Absolument, elle adorait faire de la radio. Mais elle n'était pas toujours aimable. Je l'avais interviewée en public dans un café qui s'appelait Le Banana Café. Et j'avais prévenu, il y aura du monde et tout ça, c'est en direct. Ah bon, il y a du monde, mais les gens vont me parler. Bah, ils vont pas la manger non plus. Bon, bref, elle vient avec un très beau jeune homme qu'elle produisait. Je n'ai jamais su pourquoi il était là, à part qu'il était beau et qu'il chantait bien. Mais on sait pas. Je me suis posé des questions, mais j'ai jamais eu de réponse. En tout cas, elle vient, donc forcément, elle s'installe et tout. Je pose des questions. Alors, ceci, cela. Elle me dit non à tout. Mais non, Grégoire, mais c'est pas ça. Le micro, il est pas rouge, il est bleu. Rien n'allait. J'ai passé une soirée abominable. Elle était très contente que je passe le 45 tours de son poulain. Et puis elle s'en va. Elle donne 2-3 autographes, mais pas trop, parce qu'elle avait peur, comme si les gens allaient la frapper. Et me voilà dans la rue triste en disant mais c'est la pire interview de ma vie, c'est oh là là mais c'est affreux, quel métier je fais, tout ça. À 8h du matin, mon téléphone sonne. Oui. Allô, c'est Françoise. Oui, bonjour François. Je suis un peu sur mes gardes, parce que comme ça s'était passé, elle pouvait me dire des horreurs. Ah, vous savez quoi, j'ai adoré l'émission. Je reviens quand vous voulez. Et dans ma tête, j'ai dit, c'est ça. Pas tout de suite, mais je lui ai pas dit ça. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de stars que vous évoquez, de Isabelle Adjani, en passant par Ariel Dombal ou Thierry Leluron. C'est vrai que vous avez vécu une époque privilégiée, Grégoire Collard. Pourquoi? Parce que connaître des gens comme ça qui sont mythiques aujourd'hui, à une époque où il y avait de la joie, où il n'y avait pas beaucoup de chômage, c'est un privilège. Oui, c'est vrai, absolument. Mais j'en ai bien profité, je parle pas d'argent, parce que quand on est dans l'intimité, dans le secret, dans la recherche d'inspiration, aussi bien de Thierry Leluron, qui était quand même très drôle toute la journée, mais avec ses réflexions, il avait un sacré vocabulaire, et il n'hésitait pas à dire pas des horreurs, mais des moqueries. Mais même Michel Berger, qui était toujours aussi dans la recherche d'inspiration. Il parlait doucement comme ça. Il disait, Grégoire, ne parle pas trop fort avec France, je suis à la recherche de l'inspiration. Donc, j'étais dans le quotidien. Et Thierry Leluron, c'était quelqu'un qui était très seul. D'abord, il n'était pas très grand, il se trouvait pas beau alors qu'il n'était pas si mal que ça. Et donc, il avait besoin de faire des connaissances impromptues, on va dire, la nuit. Alors, il voulait que je l'accompagne tout le temps partout. Alors, tous les midis, on allait chez Maxim's, où j'étais jamais allé. Et au bout d'un moment, 1 mois, 2 mois, je connaissais le menu de Maxim's par cœur. Les serveurs me tutoyaient, m'appelaient par mon prénom. Je faisais partie de la maison. Et puis, lui, il avait besoin d'être... De partir dans Paris la nuit, un soir dans sa Rolls, un soir dans sa Bentley, et il voulait que je l'accompagne. Mais moi, il fallait que je me lève le matin, chez moi. Et donc, il pouvait pas être seul. Il voulait pas rentrer chez lui.
Et puis en plus de ça, il faisait des mauvaises rencontres, ce qui fait que si le lendemain, on avait une télévision, par exemple chez Daniel Gilbert, Midi Première, ça s'appelait, il arrivait avec des lunettes noires parce qu'il avait un œil au beurre noir. Oui, il y a plein d'anecdotes comme ça dans ce livre, Si ma mémoire est bonne, et c'est vraiment le portrait d'une époque pour celles et ceux qui l'ont connu, et pour celles et ceux qui vont la découvrir. C'est pour ça que je recommande ce livre, Si ma mémoire est bonne, au cœur du show business, chez Auteurs du Monde de Grégoire Collard. Merci de l'avoir écrit, merci de l'avoir écrit avec cette franchise et cette admiration pour les artistes. Ah bah oui, parce que j'aurais pas fait pour l'argent. J'en ai gagné de l'argent, j'étais payé. Mais je refusais énormément de choses. Ouais. Mais en même temps, ce livre existe et il faut vraiment le lire parce qu'on apprendra quelque chose. Merci Grégoire Collard. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.